France Maghreb 2. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité à notre station France Maghreb 2. C'est Fawzi pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur ce soir. Et surtout, en première partie, on va parler de politique. Mais on va rester quand même dans la joie et la bonne humeur. Ça va se faire dans une ambiance détendue. Mon chroniqueur ce soir, il s'appelle Jean-Guy Audou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi, merci de cette invitation. Bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditrices, bonsoir les invités. Bonsoir. Alors, nos invités aujourd'hui, eh bien, ils sont deux sur le banc des candidats. Nous avons Mustapha Fanouni, qui est donc candidat sans étiquette aux législatives prochaines sur la première 6 circonscriptions du Val d'Oise. Et puis, juste à côté, nous avons son suppléant, Kadhafi. Monsieur Kadhafi est également donc sur la liste sans étiquette. Alors, bonsoir et bienvenue à vous deux. Merci, bonsoir. Mustapha, vous avez travaillé dans différents ministères, dont le ministère des Affaires étrangères, celui de l'économie. Vous avez créé une association en parallèle dans l'humanitaire et l'insertion. Donc pas mal d'activités. Aujourd'hui, vous décidez de franchir le pas pour vous porter candidat aux élections législatives. Dites-nous pourquoi. Très bonne question. Bonsoir. Si je me présente aujourd'hui, c'est que je suis un grand déçu de la politique, de ce qui se passe aujourd'hui. Et encore plus, je viens d'avoir la confirmation par la nomination du Premier ministre. Un ancien Les Républicains, du parti Les Républicains, qui travaille avec Macron et qui a été nommé Premier ministre aujourd'hui. Donc, pourquoi je me présente aujourd'hui, c'est j'étais adhérent au Parti Socialiste à l'époque de François Mitterrand. Et ensuite déçu par la gauche, puisque la gauche dans les quartiers en difficulté, dans les villes de banlieue, mettait plus à disposition des jeunes des terrains de foot, des terrains de basket et pas très axé sur la culture. Donc donc je me suis en 2002, il y a eu Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et donc j'ai voté Jacques Chirac pour le deuxième tour, et ensuite j'ai adhéré à l'UMP. Et pareil, j'ai cru en Sarkozy au niveau économique. Par exemple, une des décisions phares qu'il avait prises, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. Et ensuite, une fois qu'il a eu le pouvoir, il s'est érodé au niveau de ses promesses, et donc j'ai été déçu. Et au final, je me suis dit, étant donné que les politiques ne suivent pas leurs promesses, ne tiennent pas leurs promesses envers le peuple qui les a élus, parce qu'ils sont élus par le peuple, pour le peuple, et à la finale, j'ai décidé de représenter moi-même mes concitoyens, parce que je sais ce qu'ils vivent au quotidien, et je sais ce que c'est que l'insécurité, je sais ce que c'est que l'inculture, je sais ce que c'est que l'échec scolaire et au quotidien, et donc j'ai préféré carrément me lancer moi-même, quoi. Donc alors en fait vous vous lancez suite à votre longue expérience et surtout à la déception de ces hommes politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses. D'ailleurs c'est connu de tout le monde, hein, les hommes politiques ne tiennent jamais leurs promesses, sauf pour leurs amis et pas pour le petit peuple. Jean-Guy, tu interviens quand tu le veux. Alors les législatives, c'est très important. J'aimerais vous entendre, vous qui êtes candidat, donc vous avez pris la mesure du sérieux de ces élections. Est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes auditeurs qui nous écoutent ce soir l'importance de ces élections législatives qui viennent juste après les présidentielles? L'importance des législatives aujourd'hui, c'est que le gouvernement pourra faire passer ces lois grâce aux députés. Les députés sont les garants de la loi en France, et si le gouvernement actuel de Macron n'a pas la majorité, il ne pourra pas mener à bien ces réformes. Et donc aujourd'hui, je me dis que j'ai pas fait les municipales, j'ai pas encore fait les présidentielles, mais les législatives, c'est très important parce que nous représentons le peuple, nous représentons la nation, et il faut qu'il y ait des contrôles, et les contrôleurs de la politique gouvernementale sont les députés. J'ai lu dans votre parcours que vous avez effectivement accompagné les jeunes au niveau de l'insertion sociale et professionnelle, que vous aviez une forte implication dans tout ce qui touche de près ou de loin à la prévention de la délinquance.
vous vous définissez aujourd'hui comme un représentant du peuple, Tout à fait. sans étiquette ou sans couleur politique. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit est la suivante, c'est comment comptez-vous peser dans le jeu électoral à venir, en considérant qu'aujourd'hui, il faut souvent une machine de guerre derrière pour pouvoir exister, pour pouvoir se faire connaître, en sachant que la campagne législative qui arrive va être extrêmement courte et assez violente, surtout inédite, au regard des derniers résultats de l'élection présidentielle, où là, les cartes vont être rebattues d'une certaine façon, parce qu'on a vu aujourd'hui que le choix qui a été fait par le président Macron est de nommer un Premier ministre de droite. Il a déjà dynamité la gauche incessamment sous peu. Et là, donc, ça va être le cas aussi avec ce choix-là. Donc aujourd'hui, le paysage politique à venir va être redéfini. Et donc, il y a forcément une carte à jouer pour les nouveaux visages. Et en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de pouvoir vous implanter durablement au niveau de cette élection-là, ou en tout cas pour les prochaines élections municipales. Mais voilà. Mais aujourd'hui, comment comptez-vous peser dans le jeu électoral à venir, en considérant que en face de vous, il y a forcément avoir des machines de guerre? Très bonne question. Le fait est qu'aujourd'hui, si je me présente aux législatives sur l'étiquette indépendant, c'est que je vais, comment on appelle ça, je trouve pas les mots parce que je suis... Alors on va faire appel à Kadhafi alors. Peut-être qu'en tant que suppléant. Non, vous êtes sur la même longueur d'onde, non? Oui, tout à fait. Ouais. Alors pour peser sur le jeu électoral et sur la campagne, vous allez employer des moyens différents, vous allez aller au contact des populations. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous, on veut profiter de la mise à sac par Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, du Parti Les Républicains de la gauche, et essayer de faire une politique et une approche politique plus proche du peuple en tant que candidat issu de la société civile, et en tant que débutant dans la politique, du fait que les citoyens en ont ras-le-bol des politiques partisanes. C'est-à-dire que là, on nous dit de voter Macron parce qu'il est plus de gauche, plus social, mais il met un Premier ministre de droite. Les gens qui se sont présentés, notamment Manuel Valls, qui s'est pour pas le nommer, il s'est présenté à la primaire, il a perdu, il n'a pas respecté ses engagements au niveau de la charte du Parti socialiste, c'est-à-dire soutenir Benoît Hamon. Des députés, des anciens ministres de gauche qui veulent se recycler dans la République en marche, tout ça, les Français n'en veulent plus. Ouais. D'ailleurs, vous le dites aussi dans votre dossier de presse, vous avez déclaré avoir appris plein de choses durant votre parcours, et notamment cette chose, c'est le déni de la parole donné par les hommes politiques. On est en plein dedans. À peine élus, les hommes politiques retournent leur veste. Aujourd'hui, en tant que candidat indépendant, comment est-ce que vous allez rétablir la confiance entre les élus, comme vous par exemple, et les citoyens de votre circonscription? Je vous le rappelle, vous êtes sur le Val d'Oise. La première des choses, c'est d'être accessible en tant que député. Ne pas mettre une permanence une fois par mois. On ne peut pas, par exemple, pour certains, être avocat, maire d'une grande ville, député. Ouais. Comment peut-on gérer 3 choses à la fois, des choses aussi importantes que sérieuses, pour s'occuper du peuple? Le peuple a un besoin constant d'être écouté par ses politiques. N'oublions pas que si je suis élu, et je pense être élu, c'est la confiance donnée par le peuple au niveau des suffrages à leur politique. Nous serons les employés du peuple. Nous devons être les employés du peuple. C'est-à-dire que le peuple est l'employeur des politiques à l'origine. C'est-à-dire que le peuple se réunit, fait un suffrage, donne ses voix à un homme politique qui pense lui faire confiance, et à la finale, arrivé au pouvoir, le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il est élu par le peuple pour lui-même. C'est ce qu'on a vu dans les différentes affaires qui se sont déroulées, avec notamment Fillon, avec notamment le ministre de l'Intérieur socialiste, dont j'ai oublié le nom, Leroux, ou je sais plus comment il s'appelle, et à la finale, ils vous disent, par exemple, l'affaire des costumes, et alors? C'est-à-dire qu'il veut pas rendre de compte auprès du peuple qui lui a fait confiance et qui l'a élu sénateur pendant plusieurs années, député pendant plusieurs années, et qu'à la finale, il dit au visage de la France, et alors?
Donc moi, la première des choses, c'est d'être disponible pour les citoyens, c'est-à-dire être là tout le temps, c'est-à-dire être joignable. Comme j'ai fait avec mon association de prévention de la délinquance, j'étais pas joignable de 9h à midi et de 14h à 16h. J'ai été joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai pas compté mon temps et je ne pense pas pouvoir compter mon temps pour les citoyens qui m'ont fait confiance. Pour le poste de la députation. Vous discutez beaucoup avec vos concitoyens. Qu'est-ce qu'ils vous font remonter comme besoin, comme préoccupation? Là, dernièrement, je vais vous raconter une anecdote avec mon suppléant et mon équipe et mon mandataire. On était en train de tracter. Je rencontre une dame assez âgée avec un déambulateur. Elle avait des courses à monter et nous on lui dit bonjour madame, etc. On lui explique le pourquoi du comment. Elle me dit mais vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des cons les politiciens. Je dis pardon, nous on débute dans la politique donc on comprend pas votre colère. Elle nous explique que ça fait 22 ans qu'elle demande un relogement au rez-de-chaussée. Elle est handicapée, elle est âgée, elle doit monter ses courses depuis 22 ans, toute seule, des fois avec l'aide de ses voisins, quand ils le peuvent, quand ils sont disponibles, et elle demande simplement un relogement au rez-de-chaussée. Et est-ce qu'elle vote? Elle vote. D'accord. Elle vote, et ça fait 22 ans qu'elle écrit au député, et qu'elle m'a dit, et aucune nouvelle, aucune réponse. Alors ça c'est un très bel exemple parce que aujourd'hui vous allez pouvoir dire aux jeunes qui nous écoutent que même en votant on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut. Donc là il faut vraiment voter, mais voter aussi pour la bonne personne. Exactement. Qui vous paraît le plus sérieux, le plus à l'écoute, voilà. Le plus cohérent par rapport à ses promesses et surtout de tenir ses promesses. Et pour ça il faut donner des garanties. Qu'est-ce que vous allez donner vous, Monsieur Fanouni, comme garantie à vos électeurs? Parce que vous êtes persuadé d'être élu, et on vous le souhaite, mais qu'est-ce que vous donnez comme garantie? La garantie, c'est la première garantie que je pourrais leur donner, c'est l'écoute. Ouais. Et ma disponibilité par rapport à leurs demandes. C'est-à-dire que si je suis élu, si le peuple me fait confiance, le peuple de la première circonscription, les citoyens et les citoyennes de la première circonscription du Val d'Oise me donnent mandat, je serai disponible. La différence entre un élu qui a déjà 2 ou 3 casquettes et un élu qui n'en a qu'une et qui ne va que penser à son mandat et à son peuple. Bien sûr. C'est la première des confiances, c'est d'être à l'écoute et être disponible. La disponibilité envers le citoyen. Aujourd'hui, quand tu veux. Vous parlez effectivement d'écoute, moi ça me semble suffisamment important aujourd'hui pour le souligner. À mon avis, c'est ce qui a été oublié par les politiques de tous bords qui nous gouvernent depuis près de 30 ans, 40 ans, où l'exercice du pouvoir les a un peu usés, même très usés pour certains, et ils sont complètement déconnectés de la réalité à mon avis, à mon sens. Donc l'écoute pour moi effectivement est quelque chose de très très important qu'il faut jamais oublier quand on fait du terrain, et je pense que c'est votre cas depuis de nombreuses années. Moi, encore une fois, des questions simples qui me viennent tout de suite aussi à l'esprit, c'est quelles sont les premières actions que vous souhaitez mettre en œuvre si vous obtenez effectivement les suffrages exprimés de par vos concitoyens sur la circonscription sur laquelle vous êtes? Il y a la première qui me tient vraiment à cœur concerne les personnes handicapées. Les personnes handicapées, si les auditeurs le savent ou le savent pas et qui nous écoutent, c'est l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, lorsque vous êtes marié, vous avez eu un accident de la vie, vous êtes handicapé, vous êtes reconnu à la MDPH comme ayant droit à l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, l'AH, elle est basée sur le salaire du conjoint. C'est-à-dire que si le salaire du conjoint est élevé, c'est-à-dire à partir de 1800-2000 euros, la personne handicapée qui travaillait, qui avait un salaire, on lui baisse son allocation du temps handicapé qui peut descendre jusqu'à 100 euros. Et moi, ce que je voudrais faire, le premier amendement que je voudrais faire sur la loi concernant le handicap, c'est de dissocier le salaire du conjoint de l'allocation du temps handicapé. Parce que... Ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique, bien sûr. Pour tout un chacun, mais pour nos politiques, ça ne paraît pas logique. C'est-à-dire qu'on gère à la CAF, on gère l'allocation du temps handicapé, puisqu'elle est versée par la CAF, suite à l'accord de la MDPH. C'est que c'est lié, intrinsèquement, c'est lié au salaire du conjoint ou de la conjointe. Ce qui est totalement en soi hallucinant. C'est hallucinant. Effectivement, un couple dans la vie, voilà, ils vont, en règle générale, à partir du moment où ils se marient, c'est de faire qu'il ait longue vie et qu'ils puissent vivre
écouler des années de bonheur, mais malheureusement on sait très bien que de nos jours c'est compliqué en tout cas de pouvoir aller jusqu'au bout avec la même personne, et parce qu'il y a aussi des actions de la vie qui arrivent, et donc dans ces situations-là c'est très problématique en tout cas qu'une personne en situation de handicap soit lésée, justement parce que le conjoint ou la conjointe en tout cas ou a un salaire plus élevé que et le pire, c'est que ça détruit un couple. C'est-à-dire que déjà que une allocation du handicapé est d'un montant maximum de 980 €. Et si 980 €, ça met en difficulté déjà le couple. 980 € par rapport au salaire que le conjoint, avant d'avoir son accident de la vie, avait, diminue le train de vie du couple. Et ensuite, si en plus de ça, on le punit indirectement en lui disant, voilà, ton conjoint ou ta conjointe touche tel salaire, donc on te réduit ton allocation du handicapé, ça fait que la personne handicapée va le vivre comme une punition. C'est-à-dire que déjà, elle a eu un accident de la vie qui est quelque chose de terrible. Effectivement. Et en plus de ça, on lui dit, bon, bah, maintenant que ton conjoint touche tant, eh ben, toi, on va te diminuer ton allocation du handicapé. Et ce qui va faire que lui va se sentir encore plus diminué et encore plus handicapé. Ouais. L'emploi aussi vous paraît très important aussi dans votre département, et pour ça vous avez une proposition très concrète, c'est de faire venir les entreprises sur le territoire, sur le département. Est-ce que vous avez des mécanismes de séduction par rapport à ces entreprises pour venir s'installer chez vous de manière à créer de l'emploi? Bah, pour l'instant, moi, j'ai planché plus sur les petites entreprises, les TPE et les commerces. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de locaux vides, par exemple, pour pas citer Persan et Beaumont. Et ce que j'aimerais faire, c'est rentrer en contact avec les propriétaires de ces locaux vides et de faire des accords avec les différents propriétaires. C'est-à-dire que, au niveau du loyer, puisque le local est vide depuis plusieurs années, j'en ai vu et j'ai discuté avec plusieurs futurs commerçants qui aimeraient ouvrir leur commerce dans leur région, dans leur ville d'habitation. Et donc, ce qu'il me dit, c'est que les locaux sont super chers, les loyers sont chers. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est négocier avec les propriétaires en leur facilitant en leur diminuant les charges, la taxe d'habitation, etc., ou sur le foncier, et à condition que la personne qui vient ouvrir son commerce embauche des habitants de la ville. C'est-à-dire que même si c'est des gens de l'extérieur, par exemple, on pourrait négocier avec eux qu'ils embauchent sur un contrat, par exemple, de 5 ans, qu'ils aient, par exemple, 40% de salariés de la ville, puisque Persan-Beaumont sont des villes sinistrées au niveau de l'emploi. Beaucoup de jeunes sont là à rien faire, ils sont tout le temps chez Pôle emploi. On leur propose aucun emploi, on leur propose rien du tout. On leur dit, soit on les traite de feignants, comme certains hommes politiques, ou d'assistés, et soit on leur dit, travaillez dans une autre branche qui n'est pas la vôtre, refaites des formations, mais les formations, par exemple, un chômeur de longue durée, ou qui n'est plus dans le système de Pôle emploi, il n'aura pas le droit à des formations. Et moi, ce que je voudrais mettre en place aussi, en accord avec le gouvernement, en faisant passer des lois ou des amendements, c'est de leur proposer que les chômeurs qui ne sont plus inscrits, qui ne sont plus dans le système de Pôle emploi, puissent bénéficier au lieu d'avoir un crédit formation comme les salariés ont, et ben leur proposer des formations directement dans les métiers qui sont recherchés et dont on trouve pas de salariés qualifiés. Par exemple, dans l'aéronautique, par exemple, j'ai vu sur Toulouse, ils sont en manque de main d'œuvre au niveau des chaudronniers, au niveau de métallurgistes, etc. Et nous, on a de la main d'œuvre, mais non qualifiée. On pourrait leur donner des crédits de formation plus importants et plus élevés que simplement le réserver aux chômeurs qui touchent des droits. Très bien, on va marquer la première pause de cette émission, puis on se retrouve juste derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 91.3 FM, sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région.
Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis, merci de votre fidélité également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous lâcher vos messages sur la page Facebook de cette émission intitulée « Il y a des soirs comme ça ». Nous sommes de retour sur le plateau avec notre candidat aux élections législatives sur la première circonscription du Val d'Oise dans le 95. Je vous rappelle les dates, ça se déroulera entre le 11 et le 18 juin 2017 et il s'appelle Mustapha Fanouni. Ça sera peut-être votre futur député, mesdames et messieurs, si vous l'élisez. On va aborder encore 2-3 thèmes sur le programme, sur vos propositions. Vous parlez également aussi du retour, c'est une proposition que vous faites, le retour de la police de proximité. Je pense que ça va de pair aussi avec la délinquance, donc ça c'est des volets qui sont importants pour vous, le retour de la police de proximité, le traitement aussi de la délinquance, leur trouver du travail, de la formation et de quoi s'insérer dans la société. Exactement, mon deuxième cheval de bataille que je voudrais mettre en place lors de mon mandat, c'est le retour de la police de proximité. C'est-à-dire que je lutterai au niveau du gouvernement à l'Assemblée nationale, notamment par le dépôt de propositions de loi. C'est le retour absolument vital de la police de proximité qui en son temps avait beaucoup servi à apaiser les tensions dans les quartiers difficiles. Et jusqu'à aujourd'hui, moi en tant que secrétaire général de l'association que j'ai de prévention de la délinquance, on n'a toujours pas compris le retrait de cette police de proximité qui était utile aux commerçants, aux citoyens et surtout aux institutions. Et donc ce que j'aimerais faire par la même occasion, c'est de créer dans chaque ville des services de médiation très importants et très performants et les étendre dans chaque quartier et dans chaque commissariat et chaque gendarmerie. J'aimerais mettre un gendarme ou un fonctionnaire de police en tant que référent des associations de prévention de la délinquance ou les associations contre l'échec scolaire et le décrochage scolaire. Donc ça serait vraiment très utile et pour les associations et pour les institutions. Très bien, Jean-Guy. Donc en clair, ce que vous étiez en train de dire, c'est utiliser votre réserve parlementaire à des fins effectivement de renforcement justement des associations et des collectifs de quartier, qui pour moi représente aujourd'hui le lien invisible entre les populations, entre les gens. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à stigmatiser les jeunes dans nos quartiers en considérant que c'est un problème pour nous, alors que c'est pour moi la solution pour nous de construire quelque chose de fort. Aujourd'hui, en tout cas depuis de nombreuses années maintenant, nous subissons d'importantes mutations sociales et sociétales. La France d'aujourd'hui n'est plus la France de hier, et donc aujourd'hui cette jeunesse, en tout cas dans notre quartier, ne demande qu'à s'exprimer, qu'elle soit du Val d'Oise ou qu'elle soit du 93 ou de tout autre département de France et de Navarre, j'aurais tendance à dire. Notre jeunesse aujourd'hui est riche à tous les niveaux, sur le plan culturel, artistique, sportif, quand on prend le temps de l'écouter et non pas de lui poser sur la tête et de lui enfoncer la tête des préjugés et une stigmatisation. C'est une jeunesse qui peut produire de beaux effets, et quand on lui laisse le temps justement de s'exprimer dans le domaine entrepreneurial, culturel, sportif ou artistique, et quand on lui laisse aussi la possibilité de revenir, ça donne aussi l'envie à d'autres qui n'ont pas osé bouger d'en faire autant. Alors oui, moi je suis effectivement très intéressé par ce que vous dites. Je trouve intéressant aujourd'hui de s'occuper de la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la France de demain, c'est notre avenir, à demain. Et quand on a des enfants, et je crois que c'est votre cas, j'ai un peu lu votre parcours, on est en droit de s'inquiéter. Et moi en tant que papa, comme vous, moi j'ai juste aussi une question à vous poser qui moi m'interpelle aujourd'hui, et on l'a encore vu lors des 2 derniers tours des présidentielles, la puissance que peut avoir le Front National. Malgré tout, dans nos consciences, les différents partis politiques de tous bords depuis 30 ans ou 40 ans sont responsables aujourd'hui, à mon sens, de cette montée du Front National et des populismes dans nos quartiers, et donc qui mettent à mal pour moi ce vivre ensemble. Alors oui, le retour de la police de proximité, c'est un fait, c'est une très bonne chose, et puis effectivement, faut l'accompagner, faut donner du sens à ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, quelle autre solution
pourriez proposer ou comptez proposer pour essayer de renforcer en tout cas cette sécurité sans non plus être dans tout sécurité. Ouais, effectivement, voilà. Alors, moi, j'ai des idées, hein, bien entendu, mais voilà, je souhaiterais vous entendre sur cette question-là, qui moi me semble primordiale, en tout cas dans le cas d'une construction pérenne et efficace dans le temps, qui est pour moi nécessaire à ce rétablissement et ces liens que nous avons tous ensemble. Très bien. Donc, pour répondre à votre question, c'est que moi, par exemple, dans la ville où j'exerçais par mon association de prévention de la délinquance, j'ai réussi à mettre en lien des jeunes en difficulté, en très grande difficulté, au niveau pénal ou au niveau scolaire, avec des fonctionnaires de police qui refusaient totalement de discuter avec ces jeunes. Et nous avons réussi à faire des tournois de ping-pong. Et nous avons fait, par exemple, un truc qui ne s'était jamais fait, c'est-à-dire que dans le Val d'Oise, c'est passé dans la presse, c'est que nous avons participé au cross départemental de la police, en faveur des orphelins de la police nationale. Avec justement les pompiers, je crois. Voilà, exactement. Et donc, lorsqu'on avait fait ça, les policiers étaient réticents, mes jeunes étaient réticents, et m'ont dit, on va se taper dessus, on va pas accepter, il y aura des coups de flashball, etc. On a pris le pari avec quelques fonctionnaires de police, notamment un lieutenant qui était chargé de la délinquance et de la médiation, notamment avec cette police de proximité. On a pris le pari d'aller jusqu'au bout de l'événement, de la mise au point de cet événement, et ça s'est super bien fini. Et dans la presse, il était marqué, notamment pour pas citer, dans un journal, Le Parisien, c'était marqué les jeunes ont couru après la police. Et à la finale, ça s'est super bien fini. Et au contraire, on a eu beaucoup de demandes de la part des fonctionnaires de police. Et à Goussainville, les tensions s'étaient largement apaisées. C'est-à-dire que même les jeunes qui ne voulaient même pas venir porter plainte lorsqu'ils étaient victimes de vol ou d'agression, venaient directement parler et déposer plainte auprès des fonctionnaires. Et maintenant, ils se voient dans la rue, ils s'arrêtent, ils discutent. Il y en a, ils se font la bise encore aujourd'hui. Et c'est une tension apaisée. C'est-à-dire qu'il y a plus de tension et il y en a moins. Sauf que la nouvelle génération d'aujourd'hui voit que les grands frères, c'est toujours la même histoire, c'est comme nous, à l'époque, quand j'étais jeune, on voyait que les grands frères étaient surdiplômés et n'avaient pas de travail. Donc là, il faut recadrer cette jeunesse qui est comme vous le disiez tout à l'heure, est l'avenir du pays. Et la jeunesse de Goussainville, comme la jeunesse de Marseille, ne demande qu'à vivre pleinement sa citoyenneté et de participer à l'effort économique, culturel ou sportif et au rayonnement de la France à l'étranger, et ne veut pas passer à la télé quotidiennement en tant que casseur, en tant que voleur, mais il faut leur ouvrir à ces jeunes d'autres perspectives et d'autres rêves et d'autres ambitions. Je crois que ça demande effectivement une conscience généralisée et surtout un accompagnement, mais qui soit efficace, mais sur le long terme plutôt que sur le court terme. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut donner de l'argent ou des moyens ou des ressources. On peut mettre des ressources à disposition d'une jeunesse qui a la possibilité de s'exprimer. Mais si on n'a pas justement un contrôle sur ces ressources, sur ces moyens, c'est comme si on donnait rien finalement. Il est arrivé à de nombreuses reprises que les pouvoirs publics ont donné des subventions relativement importantes à des associations et dont on sait pertinemment que ces fonds publics n'ont pas servi pour des causes qui soient justes. Aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que des associations dans les quartiers, il en existe des tonnes et des cents. Moi, j'en connais. Vous en connaissez autant que moi. Moi, j'en connais effectivement qui sont totalement efficaces, et j'en connais d'autres qui bénéficient de subventions au niveau local, de la part de certaines municipalités, qui aujourd'hui, sous couvert effectivement de copinage et puis de liens, de parenté ou autres, et un service donné pour un service rendu, comme on dit, sans me mettre non plus sur le sujet. On sait très bien que ces fonds-là ne servent pas forcément à grand chose. Et donc, pas aux jeunes surtout. Et donc, ils servent surtout pas aux jeunes, et c'est l'intérêt premier en tout cas, c'est que ces fonds servent aux jeunes. Et puis il y a tout un tas de projets à mener en tout cas dans ce côté-là. Très bien. C'est la fin de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Mustapha Fanouni, je rappelle que vous êtes candidat aux législatives sur la circonscription numéro 1 du Val d'Oise. En tout cas, je remercie les auditeurs, je vous remercie les animateurs de Radio France Maghreb de m'avoir invité, et les auditeurs de nous avoir écoutés. Mais ce que je voudrais dire pour le mot de la fin, c'est que ma candidature, c'est pas pour moi que je vais au combat pour les législatives. C'est pour montrer aux jeunes
habitant dans les quartiers ou les villages, que même si on n'est pas issu d'une famille d'élite, on peut se lancer dans la politique pour l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire que on peut pas rester. Moi, j'ai voté pendant 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours voté, mais il y avait quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que j'étais figurant, je me considère comme un figurant. Et maintenant, pour être acteur de sa vie, il faut être acteur au niveau politique. C'est-à-dire que il faut se lancer. J'invite tous les jeunes en âge de se présenter aux municipales, aux législatives, etc., de se lancer dans la politique afin d'améliorer leur quotidien et le quotidien de leurs enfants à venir. Très bien. Et je crois qu'au mot de la fin, moi, le plus bel hommage qu'on puisse rendre, en tout cas à nos aînés, qui se sont battus et qui sont morts pour la France, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, c'est pouvoir voter. Voter est un droit, mais c'est aussi un devoir et sur lequel on doit pouvoir s'exprimer. On peut ne pas être content à un moment donné, mais voilà, il faut faire entendre sa voix, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le plus important, c'est de pouvoir exprimer sa voix et sa voix compte. Et c'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes aujourd'hui dans nos quartiers. Que leur voix compte et qu'on a besoin d'eux aussi. Très bien, très bien. Merci Jean-Guy, merci Mustapha d'être passé nous voir. Cette soirée se poursuit, mesdames et messieurs, restez dans les parages. Dans quelques minutes, je vais recevoir Sabrina Artiste, ma consoeur, ma collègue ici de France Maghreb. Elle vient nous parler de son ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. On en discutera longuement avec elle sur le plateau. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon courage à vous si vous travaillez ce soir et bon courage aussi aux étudiants qui préparent leurs examens de fin d'année. Nous sommes de retour sur le plateau de France Maghreb 2 et j'ai le plaisir de recevoir en deuxième partie d'émission Sabrina Artiste, qui est par ailleurs aussi ma collègue, puisqu'elle est chroniqueuse aussi au Grand Forum de notre ami Christophe, d'ailleurs que je salue, il est en Allemagne avec toute son équipe. Il revient demain, Inch'Allah. Et puis mon chroniqueur aujourd'hui c'est Jean-Guy. Bonsoir à tous, bonsoir Sabrina. Alors, nous sommes vraiment très heureux de recevoir Sabrina, qui vient nous parler de son ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. Alors il y a un jeu de mots, hein, artiste, heurtiste. Alors dès le début dans ce livre, tu dis j'ai toujours écrit, même lorsque je ne savais pas écrire. Quelle est ta relation à l'écriture et depuis quand ? Alors comme je le précisais dans le livre, depuis toujours, vraiment. Tu sais, c'est un peu ce que je dis souvent. Je prends souvent cet exemple parce que c'est très très mis en avant. L'histoire des chanteurs. Mais depuis quand est-ce que vous chantez ? Ah, mais depuis tout petit. Et c'est vrai qu'en fait, vraiment depuis toute petite, j'écris, j'inventais des lettres depuis toujours en fait. T'écrivais quoi quand t'étais petite ? Ah, mais c'est une bonne question. J'aimerais bien savoir ce que j'écrivais parce que ça voulait rien dire. Je m'inventais même des langues aussi. Avec ma meilleure amie, on parlait en anglais, c'était pas du tout de l'anglais mais pour nous aussi, mais non, c'est vrai que je peux pas expliquer ce qui fait que c'était ça, mais oui, j'avais je sais pas, il y a quelque chose, il y a un rapport aux mots, en fait c'était le fait de me dire enfin le jour où je vais pouvoir lire, je vais pouvoir me découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur d'un livre. La poésie est une écriture différente. Devient-on selon toi poète ou alors est-ce que c'est inné ? Waouh, je pense qu'on a tous la faculté, la possibilité de toucher à différentes formes d'art. Et puis après, il se peut effectivement que pour certaines personnes, il va y avoir un domaine de compétences dans lequel on va exceller. Alors il y a autre chose aussi dans ton ouvrage qui est très intéressant, c'est les textes. Les textes sont plutôt courts et les thèmes riches en variété. Est-ce une façon pour toi d'aller à l'essentiel de l'expression poétique ? Alors honnêtement, absolument pas, parce que du coup ça facilite aussi la lecture. Alors franchement, c'est un constat que beaucoup ont pu me retourner lorsque pour les premières personnes qui ont pu avoir le livre. Franchement, absolument pas. Il s'est avéré que j'écris parce que j'en ai envie, parce que je le ressens, et puis j'arrête à partir du moment où je sens que ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je me rends pas vraiment compte en fait que par moments ça peut être très court. Il y a des textes qui sont beaucoup plus longs que j'ai volontairement pas. Enfin, j'en ai pas beaucoup mis. Il y a encore des beaucoup plus longs qui sont presque, ils font un peu presque trop texte, presque un petit peu nouvelle, et je me suis dit que pour une cohérence visuelle, j'allais rester quand même sur des textes qui dépassent pas 2 voire 3 pages. Voilà.
Donc en fait, là tu viens de nous dire aussi qu'il y a d'autres textes à découvrir plus tard peut-être. Alors pour être honnête, rien que je suis honnête ce soir, j'ai déjà 2 livres qui sont prêts. D'accord. Et si j'avais dû choisir, c'est pas celui-ci qui serait sorti. Celui-ci, je l'aime beaucoup puisqu'il y a plus de 5-6 ans d'écriture là-dedans. Celui-ci, il est sorti parce que finalement, en réalité, je ne pouvais pas commencer, je pouvais pas naître dans le monde des livres autrement que par celui-ci, parce que celui-ci c'est un panel d'émotions et c'est les émotions d'une vie, et c'est finalement tout ce que j'essaie de dire à travers mes écrits. Donc et quand je publie beaucoup de textes en fait dans les réseaux sociaux, on me demande où est-ce qu'on peut trouver ces écrits, où est-ce qu'on peut les trouver, et ça fait 2 ans qu'on me demande, et donc je me dis ce livre-là il doit sortir parce qu'on me le demande beaucoup, et pour moi c'est vraiment un vrai c'est un cadeau que je fais, mais c'est un cadeau aussi que je reçois en fait. On va continuer à en reparler juste après la publicité si tu le veux bien. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que nous sommes avec Sabrina Artiste. On la reçoit aujourd'hui pour nous parler de son dernier ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. Alors si vous aussi vous êtes des artistes de la poésie, restez avec nous, on se retrouve juste derrière la pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM, à Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, nous revoilà après la pub, c'est Fawzi pour vous accompagner aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Artiste pour nous parler de son dernier ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. Jean-Guy Audou est avec nous également pour nous accompagner. Il intervient quand il veut. C'est le chroniqueur de la soirée. Bienvenue à vous tous également. Je pense que nous sommes en direct du Snapchat de Sabrina. Facebook Live. Facebook Live de Sabrina. Donc n'hésitez pas à envoyer des cœurs, des marteaux, ce que vous voulez. Les marteaux c'est pour moi, les cœurs c'est pour Sabrina. Sabrina, donc alors on revient un petit peu à cet ouvrage. Tu dis dans la préface, en t'adressant au lecteur, que ce livre est une partie de toi et une part de rêve. Comment voudrais-tu que tes textes soient perçus, des témoignages, des invitations à l'introspection, à la réflexion? Comment voudrais-tu qu'on les perçoive? Un peu de tout ça. J'ai tendance à dire, parfois je reçois pas mal de commentaires ou de personnes qui me disent parfois tes textes il faut les relire 2 fois quoi. Et puis c'est un peu compliqué par moment, et pour moi c'est un vrai compliment parce que je combats vraiment le prêt-à-penser. Ce côté, ce que je disais encore hier, ce côté un peu le fast-food de la pensée. Tout est devant toi. Tu sais limite. Vous en faites pas. On est là, on va réfléchir pour vous. Et en fait, j'ai vraiment, je pense en tout cas, à mon échelle, j'essaye de susciter ce qui moi me nourrit, à savoir prendre le temps de réfléchir sur des sujets de la vie, tout autant philosopher sur j'en sais rien moi sur un arbre pendant des heures, puis tout autant qu'un sujet d'actualité. Je pense que c'est très très important, pas d'avoir un avis à donner sur tout, mais de prendre le temps et d'apporter une finesse et une subtilité à notre réflexion. Alors de la finesse et de la subtilité, il y en a tout au long de l'ouvrage. Jean-Guy, tu voulais intervenir? Oui, une brève intervention, mais voilà, d'où tu tiens aujourd'hui cette inspiration? Tu as parlé tout à l'heure qu'effectivement il y avait beaucoup d'émotions dans tes textes. Je l'ai pas encore lu, mais je me ferai un plaisir de le lire bientôt. Mais d'où tu tiens justement cette inspiration que tu as? Est-ce que c'est par rapport à l'actualité, ou c'est plus sur un côté personnel de ta vie, ou est-ce que ça suit un cheminement personnel? Voilà. Alors en réalité, je le dis souvent, je suis victime de mon inspiration. Mais ça me plaît, et ça me va. Dans le sens où une rencontre peut susciter une émotion en moi, et cette émotion va générer une inspiration qui va m'amener à écrire un texte, un film. Franchement, une pub, une histoire d'amour que je peux entendre, quelque chose que j'ai pu vivre. Donc là-dedans, il y a des choses que j'ai pu vivre
Un melting pot en fait de tout quelque part. Voilà, c'est vraiment un patchwork d'émotions. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs beaucoup s'identifient. Je l'écris à la première personne à chaque fois. D'accord. Ça veut pas dire que tout ce qui est dans le texte, tout ce qui est dans le livre, je l'ai vécu. Par contre, je l'ai ressenti. Voilà, je l'ai ressenti. En plus de par aussi ma profession où je rencontre beaucoup de personnes, autant dans les conférences que dans les consultations ou autres. J'ai cette chance-là de vraiment croiser pas mal de personnes. Donc, dans des situations où il y a toujours la relation humaine qui est au cœur de nos échanges. Et du coup, parfois, ça peut être effectivement le point de départ, la genèse d'une émotion que je vais ressentir et que je vais avoir envie de retranscrire sur papier. D'accord. Alors, je vous le rappelle, si vous venez d'allumer la radio, si vous venez de vous brancher, nous accueillons ce soir Sabrina Artiste pour son ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. Un ouvrage que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur Amazon. Et puis plus tard, on vous dira où vous le procurez. Sabrina, même si le vocabulaire utilisé dans l'ouvrage est riche et que les tournures de phrases sont étoffées, il n'en demeure pas moins que le langage est très contemporain. Par exemple, dans Victime d'hier et héroïne de demain, partie 1, je me rends compte que tu parles comme tous les jours. Je prends mes clics et mes claques, marre de tes cris et tes claques. Mais en fait, c'est je prends. C'est pas je prends, c'est je prends. Donc c'est comme on parle, tu écris comme on parle, mais pas tout le temps. Voilà, il y a deux plumes. Il y a deux plumes voilà. En fait. Tu vois, tu vois les. On peut se tutoyer, n'est-ce bien pas? Sûr, oui, bien tu sûr. vois les stylos 4 couleurs? Oui. Voilà, bon, en fait, moi, ma plume, elle en a 2. Elle a 2 couleurs. Elle a une couleur qui est très incisive. Donc là, c'est vrai qu'il y a un parler, il y a une écriture un peu plus contemporaine, comme le texte aussi où la vie est un conte de fake qui carrément a été râpé pour vous dire à quel point c'est une écriture un peu un peu clash. Et puis à côté il y a mais majoritairement à côté il y a cette plume qui est très comme on l'appelle souvent poético-spirituelle. Voilà. Oui. Avec c'est vrai, de la recherche et peut-être une richesse de vocabulaire. En tout cas, je prends plaisir à utiliser certains mots et à jouer avec. Quand tu écris tes textes, c'est le premier jet ou alors c'est des tournures que tu travailles? Non, premier jet. Non, premier jet. Après, au max, je vais relire une deuxième fois, mais en général, je prends le temps. Ta primo-pensée sur la feuille. Non. D'accord. Alors, justement, toujours dans Victime... Oui. Et aujourd'hui, quel type de public s'intéresse en fait à ton ouvrage? Est-ce que ça touche tous les publics, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, ou c'est plutôt un peu public qui est plus destiné à la gente féminine, par exemple? Non, du tout. J'imagine que tu le catalogues pas dans une voie. C'est particulier ce que je vais dire, mais je le destine à personne et à tout le monde en fait. C'est-à-dire que moi en fait j'arrive avec quelque chose et je l'offre. Et puis il s'avère que quand on le réceptionne, parce que dans ce livre il y a des écrits qui ont déjà été publiés dans les réseaux sociaux et qui ont été accueillis, et il s'est avéré que c'est un public qui est très éclectique en fait, parce qu'il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, voilà. Et il y a quelque chose de très important aussi, c'est que sans le vouloir, je me suis retrouvée à me dire j'ai bien envie en fait de démocratiser un mot qui a perdu de sa valeur, c'est la poésie. La poésie aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, quand on dit poésie, on pense souvent à la dernière poésie qu'on a appris quand on était en primaire, et c'était pas très cool en fait. Donc du coup, voilà, ou au pire, au max, c'est peut-être des études de texte qu'on a fait quand on était au lycée, et c'était pas très cool non plus. Et en réalité, voilà, moi je me dis, ce serait bien de pouvoir démocratiser ça, parce qu'il y a une richesse de vocabulaire dans la langue française qu'on n'utilise pas. Et je trouve ça, et ça depuis toujours, je trouve ça tellement beau de donner à sa juste valeur une émotion avec le mot exact que je me dis que c'est dommage de ne pas passer à côté de ce genre de texte. Alors toujours dans le même poème, Victime d'hier et héroïne de demain, partie 1, battre la femme de ta vie, c'est comme respirer au black. De toute façon, ta chérie, ton terrain d'attaque retrousse ses manches et se dit c'est le blackjack de ta vie. Donc encore une fois, un langage très actuel. Par contre, ce que j'aimerais te poser comme question par rapport à ce texte, parce qu'il y a deux parties, il y a Victime d'hier, héroïne de demain, partie 1, et quelques pages plus loin, la partie 2. Oui. Alors déjà, pourquoi sont-elles entrecoupées par d'autres poésies? Mais est-ce que cette poésie, ce poème, est dédié aux femmes battues? Ah oui. En fait, quand je l'écris, je l'ai même dédié à une personne, et par respect pour cette personne, j'ai pas mis son nom. Oui. Mais elle a une histoire terrible.
Bah oui, elle a l'histoire de ce que vous avez entre les mains et ce que les gens peuvent lire. Voilà, D'accord. une personne qui a subi des violences Conjugales. oui, extrêmement violentes, que je connais, très très proches. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les femmes, qu'est-ce qu'elles font dans ces cas-là? Quels sont leurs refuges, leurs possibilités de se réfugier quelque part? Je vais parler de mon expérience avec cette personne-là, ou les personnes parce que ça c'est vraiment une proche. Après il y a les personnes que je peux aussi potentiellement accompagner, qui en général ont déjà subi des violences et se sont libérées de ces violences ou sont en train de se libérer. Donc ça c'est quand même un point important. Elles ne viennent pas me voir en pleine dans ce désarroi physique. Elles sont déjà réussi un petit peu à s'en sortir. Ce que je remarque, c'est que la parole, elle est difficile en fait. Il est difficile de prendre parole et de poser les mots sur ces mots, tout simplement. Et parfois, ça peut être un très très bon exutoire. Donc voilà, moi, c'est quand j'ai découvert qu'après des années et des années, une personne que je connaissais qui avait vécu tout ça et que je m'en étais absolument pas rendu compte. Souvent, ça se voit pas. Non, voilà. Elle le cache. Non, pour répondre à la deuxième question. Il y a qu'un texte que j'ai décidé de positionner dans le livre, c'est le premier que je voulais dédier à mes enfants. Ouais. Après, pour le reste, quand il a fallu réfléchir sur le positionnement des textes, est-ce qu'on met un thème amour, un thème... Je me suis dit pas du tout, parce que quand tu regardes ta vie, ta vie, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, ce patchwork d'émotions. Dans une même journée, tu ressens plein de choses, de la tristesse, de la colère, de l'amour, de l'espoir. Et en fait, ce livre, c'est un peu ça. Donc j'avais juste envie de dire, en fait, ce livre, c'est un petit peu ce qu'est une vie. J'avais pas du tout envie d'organiser ça, parce qu'une vie, c'est tout sauf organisé, c'est tout sauf linéaire. Souvent, oui. Voilà, tout simplement. On essaie de l'organiser, mais souvent on se plante. Disons que quand on c'est pas forcément pas bien que ce soit désorganisé, en fait. Ouais. On aspire à cela, mais une émotion, ça se contrôle pas, en fait. Ça se ressent, ça se vit, et que tu le veuilles ou non, après ce que t'en fais, c'est autre chose. Puis, il arrive très souvent que tu sois dans l'organisation et que tu te dis, avant le démarrage de ta journée, tu prévois un certain nombre de choses, puis finalement, ta journée se conduit. Alors oui, s'il y a un patchwork d'émotions tout au long de cette journée, mais que tu te poses chez toi le soir en fin de journée, tu dis, mince. J'avais prévu de faire ça. Voilà, et au final, il y a eu un certain nombre d'impondérables. Souvent, j'aime à dire qu'il y a 50% d'impondérables faciles sur une journée type, où tu prévois de faire 10 000 choses et puis finalement t'en fais que 5 000 parce que voilà, et tu t'es fait prendre par le temps sur différentes actions que tu n'avais pas prévues. Il y a eu l'émotion qui est venue se greffer sur ces actions-là et forcément derrière, ça a décalé le reste de ta journée. Et donc qu'à cela ne tienne, j'aurais tendance à dire, parce que la vie est faite de rencontres et de voilà, c'est pour ça que j'avais envie tout simplement d'offrir le livre tel que la vie nous est offerte. On contrôle pas, on ne choisit pas, et puis voilà, tout simplement. Alors, page 177, c'est la poésie, tu la connais? Ah, mais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'elle connaisse le livre par cœur. Ah non, Alors, voilà. moi, la phrase, l'intitulé, le titre m'a interpellé tout de suite. Jean-Guy, je vais te le dire, peut-être que toi, ça te rappelle des souvenirs. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Tu as pas un petit coup de québécois, là? Ah, tout à fait. Tabernacle. Ah ouais, je me suis dit, celle-là, je vais pas la louper. Alors, mais je me suis régalée avec les titres. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et oui, nous aussi, tu nous régales avec ces titres parce que ça nous renvoie à des souvenirs. Et Dieu sait que cette chanson qui a été un tube planétaire à l'époque, en 89. Rock voisine, etc. Ça nous rappelle des souvenirs, évidemment. Mais là, dans ce texte, tu parles de solitude. Ouais. Et là, dès le départ, tu dis, parfois on cherche la solitude. Et puis, lorsqu'on l'a trouvée, on comprend pas pourquoi. Eh bien, on se sent pas seul. C'est un petit peu opposé, c'est antagoniste, mais parfois c'est vrai. Oui. Ben oui, c'est que je me suis posée, j'ai été seule sur le sable, les yeux dans l'eau, et à ce moment précis, j'ai pu penser à ça et j'ai pu réfléchir sur l'essence de ce qu'était la solitude. Et souvent, on a tendance à apporter une forme de négation à ce qu'est la solitude. On a peur d'être seul aujourd'hui, et en même temps on cherche tout le temps à être seul, avec cet individualisme. Donc j'ai opposé, en fait, j'ai vraiment opposé ces deux sens, c'est de dire, mais en fait dans la solitude il y a quelque chose, et puis en réalité t'es pas vraiment seul non plus, finalement. Elle est jalouse aussi, c'est ce que tu dis dans le livre. Elle est jalouse de la solitude. Parce qu'en réalité on n'est jamais seul, finalement, parce que la solitude elle est là. Voilà. Toi, en tant que maman, est-ce que tu pourrais être seul, c'est-à-dire ta relation avec tes enfants, tu es en permanence connecté à tes enfants, s'ils vont bien, s'ils ont mangé, s'ils ont dormi, est-ce que il t'arrive d'être seul finalement? Bien sûr. Sans penser aux enfants.
D'accord. Donc en termes de connexion, c'est impossible. C'est comme la connexion à Dieu, elle est constante. Et je ressens pas le besoin d'être seule parce que je suis tout le temps connectée à Dieu. Ouais. C'est pas un besoin. Je peux me sentir seule et savoir que je suis connectée à Dieu. Je peux me sentir seule et savoir que je suis connectée à mes enfants. C'est juste en fait une complémentarité qui c'est quelque chose qui me complète d'être mère aujourd'hui. D'accord. Et qui fait ce que je suis. Donc dans mon entièreté, je peux être seule dans mon entièreté. Donc avec le fait de savoir que je suis connectée à mes enfants. Jean-Guy. Oui, alors pas grand chose effectivement à ajouter par rapport à ça, mais oui, dans la vie est faite d'une succession d'épreuves et ces épreuves vont tendance effectivement avec le temps à nous renforcer, à faire en sorte qu'on soit une personne différente, justement à cause de ces épreuves. Je te rejoins complètement quand tu dis qu'on est rarement totalement seul finalement, parce que quand on fait le choix d'être parent, bien entendu, on est en permanence connecté à ses enfants. On a pris perpète. Donc voilà, et le rôle de parent, c'est effectivement bien entendu d'assumer ses devoirs et ses obligations jusqu'au bout et de faire en sorte d'amener nos enfants jusqu'à la majorité dans les meilleures conditions qui soient. Mais effectivement, quand on est croyant, voilà, on a forcément effectivement quelqu'un qui veille sur nous, et quand on est dans le droit chemin, en tout cas, on s'efforce effectivement de tenir cette distance en ayant le sentiment et la certitude finalement que même si parfois on peut être seul, on n'est pas totalement seul parce que voilà, on est protégé d'une certaine façon en respectant les règles que l'on s'est fixées. Page 136 maintenant, j'ai vraiment cru à un moment donné que tu nous annonçais le dépôt de la plume. Mes adieux à l'écriture. Voilà, mes adieux à l'écriture. Alors franchement, il y a un très joli jeu de mots, mes adieux à l'écriture, donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce jeu de mots? Parce que en fait, mes adieux en plusieurs mots. Où je parle de Dieu. Ouais. Ce qui a été marrant avec ce texte, c'est un texte qui a été publié déjà. Ouais. Très peu l'ont compris. Alors, je me demande si beaucoup l'ont lu jusqu'au bout. Alors mais oui. Très peu par contre, c'est vrai que j'ai pas tout saisi. Ouais, dans le sens où beaucoup ont pensé que c'était effectivement de réels adieux, oui. Et que j'arrêtais l'écriture. Alors qu'en fait, tout a commencé de là. En fait, je me suis posée et c'est vrai que ça a été une période de ma vie où on me demandait beaucoup de production d'écrits dans le cadre d'articles pour des magazines, et j'aime ça. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que t'es pas en train d'écrire pour écrire? Et ça, je sais pas faire. Je sais pas faire et je veux pas le faire. Et je me suis rappelé qu'il fallait que j'arrête d'écrire et qu'il fallait que je commence à m'écrire. Parce que c'était comme ça que je savais faire et que c'était comme ça qu'on a toujours su me lire. Et c'est de là qu'est né le texte en fait. Et cette envie de me dire, arrête d'écrire, commence à t'écrire. Voilà, tout simplement. Alors, il y a quelque chose aussi qui revient tout au long du livre et dans toutes les poésies, c'est ta façon d'écrire. Il fallait vraiment lire Sabrina pour tomber sur ce genre de phrase. Marre de déshydrater mes lettres. C'est un truc de ouf. Mais tu vois, je me demande dans quel état d'esprit il faut être pour écrire des phrases pareilles. Mais c'est tellement fort. Marre de m'échiner à écrire, marre d'épuiser mes virgules. Tu vois, il faut vraiment être dans un... Est-ce que tu es dans un état d'esprit... Dans quel état d'esprit, justement, tu es quand tu es écrit? Il y a plusieurs états d'esprit. Il y a très peu, mais quand même quelques-uns où vraiment c'est la tristesse. C'est la tristesse qui anime mon écriture, mais il n'y en a pas énormément. C'est drôle que tu dises ça, parce que dans la prochaine question, j'allais te parler de mélancolie. D'accord, donc on en parlera. Ouais. Ensuite, principalement, il y a aussi, l'amour des mots. L'amour des mots, c'est vraiment quelque chose de très, très important et qui a un grand, grand impact dans mon écriture, parce que, très simple, je vais tomber sur un mot, j'en sais rien moi, ça peut être dans un livre en train de parler que ça, et il m'inspire. Et il peut être le début de tout un texte. Et puis j'aime beaucoup ça, jouer avec les mots. J'aime faire vivre les mots. Et donc c'est ce qui amène aussi cette écriture. Et puis enfin il y a aussi l'inspiration, ce que je disais, l'inspiration non contrôlée en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire sur quelque chose et j'écris. Et parfois je ne sais même pas sur quoi je vais écrire. J'ai juste besoin de le faire et il faut que ça sorte. Et ça vient au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, si je te dis que tes textes appellent à plusieurs reprises tout au long du livre à la mélancolie, à l'expérience de la vie, à l'humain, à Dieu, très souvent, à la foi, à la condition de la femme. La femme, aujourd'hui, je te pose la question à toi qui es une femme, est-ce que la femme est considérée à sa juste valeur dans nos sociétés actuelles? Nos sociétés de consommation, nos sociétés qui sont ultra rapides.
qu'est-ce que tu penses de la condition de la femme aujourd'hui ? Malgré les apparences qui font d'elle des femmes émancipées, libérées, libres. Je pense que nous en sommes arrivés à un stade où ce genre de questions ne devrait pas exister. Ouais. Et je me dis que si en 2017 on arrive encore à se poser cette question, c'est bien parce que effectivement la femme elle n'est absolument pas placée à sa juste valeur. Et je vais même en rajouter quelque chose, même l'homme n'est absolument plus placé à sa juste valeur. Lui aussi, il est en train de perdre un statut qui est très important. Et en fait, la femme, elle a perdu son identité. Elle est en train d'en chercher une autre. Certaines femmes se retrouvent dans certaines identités, d'autres non. Donc c'est un peu compliqué parce moi, j'ai souvent tendance à dire, il n'y a pas une femme. Dans une femme, il y a plein de femmes, elle est plurielle. Ah oui. Et il faut qu'elle accepte de se dire que je suis un peu plus mère à ce moment précis de ma vie. Ça veut pas dire que je suis pas épouse, ça veut pas dire que je suis pas croyante, ça veut pas dire que je suis pas engagée dans le militantisme, etc. Je peux être plein de femmes en fait. Et ça ne veut pas dire que toutes ces femmes-là, et elle est là l'exigence qu'on attend trop de ces femmes d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous ces rôles-là, ils doivent être à charges égales. Il y a un élitisme de la femme qu'il faut absolument recadrer. C'est-à-dire la femme, elle a des failles. La femme, c'est pas une battante. La femme, c'est pas Superman. La femme, c'est juste une femme. Et une femme, c'est beau. Une femme, c'est fragile et c'est beau. Cette fragilité, elle est belle. Exactement. Et une femme, c'est fort et cette force, elle est belle. Et de se dire aussi que dans l'environnement, parce que chaque femme évolue dans son environnement, dans l'environnement dans lequel elle est, qu'elle soit appréciée à sa juste valeur telle qu'elle est. Donc peu importe ses convictions religieuses, ses convictions sexuelles, sa manière d'être, il faut qu'elle puisse être appréciée pour ce qu'elle est, ce qu'elle donne, ce qu'elle apporte. Pour moi, à mon sens, il est là son épanouissement et pas, j'insiste, son émancipation. Ouais. Alors tu disais que même l'homme n'a pas sa place dans la société actuelle. Est-ce que tu penses qu'à une époque, l'homme et la femme avaient leur place ? Je n'étais pas à cette époque. Par contre, je me demande si finalement l'homme et la femme, et c'est ce qui lui apporte toute une poésie, je me demande s'ils se sont pas toujours cherchés en fait, finalement. Oui, ils se sont cherchés pendant 40 ans, Adam et Ève, au début. Au début, ouais. Donc je pense que c'est un perpétuel recommencement. Le savoir est une arme, dit-on. Qu'en est-il de l'écriture pour toi, Sabrina ? Je dirais que ce sont les recharges de cette arme. Ah, Sabrina, franchement, au top. Alors, page 65, on va passer à Taouba. À travers tes vers, pardon, on s'imagine que ceux qui sont en panne de foi se sentent déchus. C'est ce que j'ai lu dans le livre. J'ai du mal à comprendre le sens, parce que quand on n'a pas la foi, on ne croit pas à la déchéance. Alors, je parle des personnes qui ont la foi. Les personnes qui ont la foi et qui perdent la foi. Qui perdent en densité de foi. Ah, d'accord. D'accord, qui se sentent justement, ça y est, c'est-à-dire c'est fichu pour moi. Ouais, je parle de ces personnes-là. D'accord. Je ne peux pas me permettre de parler des personnes qui n'ont pas la foi et de dire elles se sont déchues. J'aurais rien compris à la vie. D'accord. Pas du tout. Non, parce que j'ai vraiment des personnes qui sont absolument pas croyantes. J'ai des athées qui me suivent et qui trouvent une résonance dans la spiritualité que je dégage, parce que, et c'est ce que je dis dans la 4e de couverture, l'essentiel pour moi, et c'est ce que j'invite à faire, c'est d'avoir foi. Donc il y en a, c'est foi en Dieu, foi en l'humanité, foi en la vie, tout simplement. Mais c'est important d'avoir foi en quelque chose. Voilà. Je pense que tous, on a besoin de cette foi. Est-ce qu'on peut dire, au regard de ces nombreux échanges et de la lecture des poèmes qu'ont fait Fauzi, est-ce qu'on peut dire que ce sont des textes engagés, d'une femme engagée face à une société qui finalement a eu d'importantes mutations sociales et sociétales dont on a nombreuses fois parlé, mais est-ce qu'aujourd'hui, les différentes expériences que tu as évoquées tout à l'heure, qui sont extrêmement marquantes, ça ont forcément façonné ton livre, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'à la lecture de ton livre, que c'est le témoignage d'une femme engagée qui a effectivement sait pertinemment où elle va, sait ce qu'elle veut plus, et ou c'est plutôt, comme tu le laissais entendre au début, une genèse donc de forcément de très très belles choses encore à venir, avec de très beaux ouvrages en perspective, avec des idées peut-être. Et en fait, il y a quelque chose, c'est que j'ai beaucoup de mal moi avec ce mot engagé. Je trouve qu'aujourd'hui, il a perdu de sa réelle saveur dans la définition. Aujourd'hui, le fait d'être engagé sous-entend on est dans
on est militant, et puis le militantisme aujourd'hui, pareil, il a perdu de sa saveur. On a souvent le sentiment que c'est quelque chose où on doit combattre une cause aux dépens des autres. Enfin, c'est la vie que j'ai et le regard que j'ai là-dessus. Je dirais que ces textes, je sais pas si je pourrais dire que ces textes sont engagés, ils sont portés et ils n'engagent que moi. Et j'invite à travers cette lecture à ce qu'ils puissent toucher tout autant qu'ils m'ont touché quand l'écriture, ce que ça m'a procuré quand je l'ai écrit. Et c'est vrai que ce sont les retours que j'ai. En fait, là, je suis plus moi dans je dis pas qu'il n'y a pas d'humain dans le fait de se sentir engagé, mais je suis encore à un niveau au-dessus ou en dessous, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis vraiment juste dans l'humain. Tu vois, le côté un peu authentique et ni plus ni moins, de tout simplement. D'autres personnes. Alors il y a une autre poésie aussi qui, je pense qu'elles sont toutes excellentes, c'est incroyable. Ça me renvoie à Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et là, c'est Ma nuit des étoiles, au nom de ma plume, je vous écris ce mot. Et puis bon, je vais pas tout vous faire, mais à un moment donné, c'est au nom de ma plume, mon ami là-haut. Au lieu de mon ami Pierrot. Je trouve ça, je trouve ça fabuleux de pouvoir mettre en parallèle une chanson qu'on a appris quand on a notre plus jeune âge, quand on savait même pas peut-être lire, je pense. Et aujourd'hui, de la retrouver sous forme de poésie, on pourrait presque même la chanter. Alors justement, deux choses. Celle-ci, il y a un artiste... Tu l'as fait chanter à tes enfants, non? Non, il y a un artiste, j'ai dû la retravailler en chanson, puisqu'il y a un artiste chanteur et tout, qui m'a demandé de l'interpréter, donc je l'ai réécrite de telle sorte à ce qu'elle soit sous des paroles de chansons. Et deuxièmement, dans le cadre de la sortie de mon livre, je lis quelques textes et je suis accompagnée par un artiste guitariste, chanteur. Et ce texte-là, il est... Accompagné d'un musicien? Oui, je lis le texte accompagné et c'est très très beau. Et d'ailleurs, justement, dimanche aussi, je le ferai aussi d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de venir me voir au Paname Art Café de 15h à 17h. Je parlerai de mon livre et il y aura des lectures de textes accompagnées à la guitare avec ce texte. Allez, on va aller du côté de Vue sur la mer. Vue sur la mer, c'est à la page 183. Voilà, c'est un clin d'œil aux migrants, non? Non. Alors, il avait été écrit avant. D'accord, moi j'ai cru comme quoi il décelait mais il pourrait, je veux dire, il faut le prendre comme on le ressent. C'est pas une lecture binaire dans le sens où si aujourd'hui c'est l'émotion et c'est ce que par exemple une personne va ressentir, il y a pas de souci, ça biaise pas en fait la poésie, c'est ça qui est beau en fait. C'est clair, c'est subjectif. Mais toi alors tu imaginais quoi comme scène, j'allais dire? Pour Vue sur la mer? Rien en fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Une continuité de Rogue-Voisine, je pense. Sur le sable, les yeux dans l'eau. Moi, j'étais vraiment parti sur les migrants. Je sais pas pourquoi ça m'a emmené vers les migrants. Quelle partie du texte J'ai pris la route de l'impossible dès le départ déjà. Je vais te raconter l'histoire de ce texte. J'ai même si j'en parle pas souvent, j'ai vraiment une toute petite santé. Et j'ai donc plein de soucis de santé et certaines choses, il y a des choses qui ne me permettent. Il y a des choses où c'est un peu compliqué pour moi de les faire. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, toujours en compagnie de Sabrina, artiste, pour nous parler de son ouvrage intitulé Pensées et poèmes d'une artiste. Jean-Guy est avec nous également pour nous accompagner. Et on va en profiter avant de reprendre l'émission pour faire un gros bisou à notre ami Christophe qui se trouve à Berlin dans sa chambre d'hôtel et il nous écoute. Ça nous fait plaisir. Rentre bien mon vieux et à demain. Sabrina, on va parler de cette poésie, Ma légende impersonnelle. Et ici j'ai l'impression que tu parles un petit peu d'origine au zénith de ta vie. Alors c'est vrai que chacun de nous on est fasciné, attiré, on est toujours en recherche concernant nos origines. On a tous des origines, etc. On est toujours curieux de savoir qui étaient nos aïeux. Est-ce que c'est ce que tu traites dans la poésie ou alors c'est complètement... C'est ce que j'ai essayé de traiter subtilement. Ouais. Voilà. Et alors, c'est tout ce que je dirais parce qu'en plus c'est vraiment un texte que j'ai hésité à publier. Donc du coup je me dis finalement
T'aurais dû réfléchir à 2 fois. Oui, ouais, c'est ça. Je traite de ça. Je traite d'une histoire. De l'Amazone au Sahara, Oui, je sais pas si c'est trouble, je sais pas si c'est le mot, oui. Mais je traite d'une histoire de famille, oui. On va dire ça comme ça. Je me suis dit, bon, c'est bon, on sait de quelle origine est Sabrina, elle est brésilienne. Elle vient d'Amazon. Entre autres. Elle vient d'Amazon. Entre autres. Ah bah tu vois, on savait pas. Bon, ben c'est bien. Et toi, Jean-Guy, des origines, non? Moi, des origines Saint-Pierre-et-Miquelon dans les Dom-Tom, un petit clin d'œil donc à mes parents qui sont probablement à l'écoute. Oui, ben, je suis très fier de mes origines en tout cas. Et donc voilà, ça fait partie de moi aujourd'hui et donc culture totalement atypique et nord-américaine, donc à la fois avec le mode de vie, mode de consommation français et nord-américain. Donc oui, très fier de cela et donc ouais. Alors, il me semble, si la page est juste derrière, si on peut lire la dernière phrase, parce que c'est important, je pense. Je vais la lire, la dernière phrase de la poésie. De légende impersonnelle, oui. Oui. Alors, si je viens d'ailleurs, c'est peut-être parce que ma légende personnelle se trouve aussi loin et proche de moi que l'est mon âme. En réalité, qu'importe le lieu, car là où j'irai, je mourrai avec moi. Voilà. Ouais. Et je reprendrai une citation de Khalil Gibran qui disait en son temps la terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Ouais. Mais il n'y a que Sabrina pour écrire là où j'irai, je mourrai avec moi. c'est pas fou. Ça, c'est du Sabrina. Alors, on va s'attaquer à un autre morceau que j'ai particulièrement apprécié. C'est en j'en suis très honorée. Alors, c'est en page 63, ce que le jour doit à la nuit. Et là, j'ai l'impression que tu contredis Yasmina Khadra, et d'ailleurs, tu as raison. Hein. J'étais vraiment content. Et voilà ce que tu dis. Laisse-moi te dire une chose, Khadra, c'est faux. Le jour ne doit plus rien à la nuit. Le jour est la lumière face aux ténèbres de la nuit. Le jour est vie face au noir morbide de la nuit. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas, c'est sublime. Il faut vraiment vous le procurer, ce livre. Yasmina Khadra est donc l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle ce que le jour doit à la nuit et qui a été aussi réalisé en film. Réalisé aussi, adapté aussi au cinéma. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Yasmina Khadra? Un désaccord ou alors simplement envie de le contredire? Oui, non, en fait, c'est vraiment ça. J'ai vu le film et ce texte, je l'ai écrit plus d'1 an plus tard. Parce que c'est resté en moi. Il y a parfois, il y a des choses qui restent et qui vont mûrir plus d'1 an, 2 ans. Parfois. Il t'a plu le film au moins ou pas? Il m'a interpellée, on va dire ça comme ça. Il m'a interpellée. Il y a des aspects qui sont intéressants et je pense, comme je le disais en off tout à l'heure, j'ai découvert le film avant de découvrir le livre et c'est pas ce que je fais d'habitude. Et bon, j'ai ce petit regret. J'aurais préféré découvrir la plume. Mais oui, j'avais envie de donner mon avis là-dessus parce que je trouve que voilà, ce que le jour doit à la nuit, en fait, c'est pas le cas, tout simplement. D'accord. Alors moi, j'ai pas lu le livre et je n'ai pas vu le film, mais je suppose, d'après ce que je viens de lire dans ton livre, que comment je vais formuler ça en restant pas courtois, mais diplomatiquement correct. Est-ce que c'est pas une histoire de relation entre deux pays? Le jour qui doit quelque chose à la nuit ou la nuit qui doit quelque chose. Alors en fait, ce qui est quand même beau, et puis ça, ce n'est pas de moi, ce que le jour doit à la nuit, c'est qu'effectivement il y a ce rapport c'est comme ça que je l'ai vécu moi. Le rapport de deux pays, le rapport de l'homme à la femme, parce qu'il y a aussi une histoire d'amour. Oui. Donc le rapport à ces deux patries. Il y a même, je trouve que la métaphore elle est très très belle, ce que le jour doit à la nuit. Sauf que pour moi, je pense que il y a, ce texte c'est pas une il vise pas directement ce film ou son livre. C'est juste que ça m'a amené à avoir une réflexion et j'ai eu envie de partager cette réflexion de manière artistique avant tout. D'accord. On arrive à la fin de cette rencontre avec Sabrina, puis je vais terminer par le meilleur que j'ai gardé pour la fin. C'est, je te le disais tout à l'heure en off, ce qui m'a vraiment décidé à te contacter pour te demander de venir ici dans cette émission, c'est au début du livre, c'est même pas une poésie, excuse-moi, mais elles sont toutes très belles, mais il n'y a pas que des poésies, il y a des pensées aussi. Voilà, alors, mais vraiment la dédicace, elle est au top du top de sa mère la top, comme je dis souvent.
Et parce que là on est parti, mais vraiment, enfin moi je suis parti à contre-pied. Et généralement les auteurs, quand ils font des dédicaces, ils dédient à leurs amis, à leur famille, etc. Et donc là, ça semblait suivre ce chemin. Avais-je besoin d'un livre pour te remercier, etc., etc. Donc je me dis, bon, elle va remercier son père, son frère, son cousin, son mari, quelqu'un, quoi. Et en fait, non. Là, non. C'est autre chose. On est dans une autre dimension. Et je sais pas si tu veux qu'on dévoile le truc ou pas. L'art du teasing. Moi, je veux bien le lire. Ça me. Mais justement, j'allais te le demander. Eh ben voilà. Voilà. Tu lis dans mes pensées. J'aimerais que tu nous lises le premier paragraphe, car au début, on ne sait pas à qui tu t'adresses. C'est ensuite qu'on le découvre, et c'est de la vraie reconnaissance. Vraiment. Alors, vas-y. Avais-je besoin d'un livre pour te remercier ? Mes prières, mes larmes, mes invocations seront toujours carencées face à ma gratitude envers toi. En réalité, j'ai besoin de tout ce que tu m'autoriseras d'utiliser comme support pour te rendre hommage. Laisse-moi prendre à témoin chaque personne qui croisera ces lignes, que ma petitesse s'incline face à ta grandeur. Mon Dieu, je t'aime d'un amour aussi puissant qu'ingrat. Je te dois tout, même si je ne fais rien. Pourtant, si je suis ici aujourd'hui, c'est par ta grâce, ton unique clémence. Pardonne-moi mes fautes visibles et invisibles. Je t'implore d'agréer ces écrits et de m'accompagner à les perpétuer dans le seul but de te satisfaire. Bravo, merci. Et on va terminer par la dernière phrase qui te fait conclure ce livre, c'est victime de ma plume, j'écris car je ne suis qu'une artiste et on me dit que je sais écrire et en réalité, c'est vous qui savez me lire. Voilà, c'est du Sabrina Artiste. Sabrina, merci beaucoup d'être passée nous voir pour nous présenter ce livre. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il est disponible sur Amazon et il sera disponible d'ici à peu près une semaine. Bon, bah vous pressez pas, alors vous allez pouvoir garder votre carte bleue au chaud encore quelques semaines, quelques jours. Alors, il est intitulé Pensées et poèmes d'une artiste, et puis on va dire quand même un mot de la couverture. Alors Sabrina, peut-être que même dans des interviews, pose la question, qu'est-ce que vous voyez sur la page d'accueil, sur la première page? On va pas vous le dire ce soir, on va vous laisser d'abord voir la page et puis après vous contacterez Sabrina pour lui dire ce que vous voyez sur la première page de ce livre. Voilà. J'en parle à l'intérieur du livre, oui. Et en première page, et puis dimanche prochain, voilà, j'invite toutes les personnes qui veulent venir à ma rencontre. C'est une rencontre, l'entrée est gratuite au Paname Art Café à Paris pour parler de 15h à 17h de mon livre et faire une lecture de texte également accompagnée à la guitare. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sabrina. Merci Fawzi, merci beaucoup. Merci Fawzi, merci Sabrina. Merci. Nous on se retrouve lundi prochain parce que mercredi il n'y a pas radio, on sera pas là, mais lundi prochain Inch'Allah avec d'autres invités et d'autres aventures. Merci, Inch'Allah. Salut, bonne nuit, ciao, bisous. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et toute sa région.